Donc on s'est dit qu'on allait organiser les tours de parole autour de deux grosses questions qui ont déjà été pas mal abordées dans la présentation et dans les premières réactions. La première question, c'est celle du rapport public-privé, que je pense que le rapport de nos services publics complexifie par rapport aux idées classiques où on aurait un jeu à somme nulle, une répartition simple, et puis le public, ce serait que des administrations soviétiques, et le privé, ce serait que des méchantes entreprises, ou tout ça. Mais Arnaud l'a bien reposé. Le rapport souligne que des choix un peu implicites ont été faits sur l'articulation entre les différentes manières d'organiser les services publics, de faire peser leurs charges sur des collectifs ou sur des individus, sur des collectifs plus ou moins publics, plus ou moins privés. Donc on va faire un premier tour de questions et de réactions là-dessus. Bien sûr, ça ne vous interdit pas non plus de parler de ce qu'ont dit les personnes avant ou les personnes avant vous dans la table ronde. Et puis un second tour de questions, un retour sur les besoins, et notamment le problème redoutable de la priorisation politique nécessaire entre les besoins. Donc sur le rapport entre les formes d'intervention plus ou moins collectives, plus ou moins individuelles, publiques ou privées, on va commencer avec François Eccal, donc qui a bien voulu à pied levé remplacer le MEDEF, donc il a juste pris la chaise, il ne va pas dire ce qu'aurait dit le MEDEF, mais qui a bien voulu avoir moins de temps de préparation que les autres suite au fait que le MEDEF s'était désolé de ne pas pouvoir venir. Mais du coup le conflit d'intérêts. Nous avons gagné un conseiller maître honoraire à la Cour des comptes, président de l'association FIPECO, Finances publiques et économie, donc ça n'est quand même pas sans rapport avec le sujet, et nous sommes très heureux et heureuses de l'entendre. Et donc j'avais envie de revenir sur un point qui a déjà été évoqué, globalement la question du rôle des entreprises dans le fait de rendre le service public, et puis plus précisément cette idée mise en avant par plusieurs des rapports finalement que alors que moi, 19e, j'avais l'habitude d'un État qui ne voulait pas subventionner les entreprises et d'entreprises qui ne voulaient pas être subventionnées par l'État, on séparait bien les deux, cette idée que finalement on subventionnerait des entreprises qui même parfois feraient dysfonctionner les services publics. Alors est-ce que vous partagez ce constat, ou par exemple les chiffres qui ont été évoqués tirés des travaux d'Anne-Laure Delattre, et qu'est-ce que vous en dites du point de vue de l'efficacité économique ? Alors, merci d'abord aux organisateurs, au collectif Service Public de m'avoir invité ce soir en remplacement du MEDEF, mais pas vraiment en le remplaçant. Alors, c'est une question évidemment très importante. Je vais parler de l'externalisation des services publics plutôt, parce que vous avez évoqué un autre sujet qui est pas exactement le même, qui est celui des aides aux entreprises, mais des aides aux entreprises pas forcément pour faire des services publics. Donc je me centre sur le sujet, voilà, externalisation des services publics ou de fonctions relevant du service public, que ce soit par des marchés publics, des délégations, des concessions de services publics, il y a plein de formes. Alors j'ai essayé de mesurer un peu l'ampleur du phénomène, c'est pas évident. C'est pas du tout évident. Il existe un observatoire de la commande publique qui fait un recensement des marchés publics. Il trouve à peu près un peu plus de 100 milliards d'euros de commandes publiques. Ça représente à peu près 20% des dépenses de fonctionnement et d'investissement des administrations publiques, c'est-à-dire l'État, les collectivités locales et les hôpitaux pour l'essentiel. Pour avoir une autre estimation, on peut prendre le total des achats de biens et services par ces mêmes administrations publiques. Et là, on arrive au double. C'est plutôt 200 milliards. Et c'est donc 40% à peu près des dépenses de fonctionnement et d'investissement des mêmes administrations publiques. Et ça ne prend pas en compte les concessions de services publics, délégations. Là, il n'y a pas beaucoup de chiffres. On peut penser que c'est de l'ordre de 100, 100, 120, 130 milliards d'euros. Est-ce que ce phénomène s'est amplifié dans le temps ? J'en sais rien. C'est pas facile. Par exemple, l'Observatoire de la commande publique, il est récent, donc il n'y a pas de série longue, on ne peut pas le savoir. Les chiffres sur les achats de biens et services publics sont tirés de la comptabilité nationale. Alors, il y a des séries longues, j'avoue que je n'ai pas eu le temps de le faire depuis vendredi. En revanche, ce que j'avais déjà fait avant, c'est faire le même calcul pour les autres pays européens. Calculer voilà, la part de ces achats dans les dépenses de fonctionnement et d'investissement des administrations. Avec un taux de 40%, eh bien, nous sommes parmi les pays où ce taux est le plus faible.
Il y a 2 ou 3 pays européens qui ont un taux plus faible, mais dans la plupart des autres cas, le taux est plus élevé. Ce qui veut dire que tout ça est à prendre avec des pincettes, ces comparaisons, mais on a quand même l'impression que ce n'est pas une particularité française. Voilà, alors, est-ce qu'il faut s'en désoler ou est-ce qu'il faut s'en réjouir? Pour moi, la réponse, elle doit être pragmatique. J'en sais rien, ça dépend. Typiquement, une entreprise privée a des coûts supérieurs à celui d'une administration parce qu'en particulier, elle emprunte à des taux plus élevés que l'État et elle doit rémunérer ses actionnaires. Bon. D'un autre côté, une entreprise privée peut être plus agile, plus innovante, globalement plus efficace si elle est soumise à une concurrence suffisante. Au total, qu'est-ce qui l'emporte entre les coûts et les avantages? J'ai tendance à dire ça dépend des secteurs. Alors, on peut dire que l'administration est plus efficace sur son cœur de métier et vice-versa sur les entreprises. Voilà, donc il y a des choses, des activités qui sont plus à faire par les administrations et d'autres plus par les entreprises. Mais c'est des grandes généralités qui ne permettent pas de déboucher sur grand-chose, parce que qu'est-ce que c'est que le cœur de métier des uns et des autres? Pas facile à définir. Donc je pense qu'il faut surtout une approche pragmatique. Quand j'étais à la Cour des comptes, j'ai vu beaucoup de marchés publics. J'ai vu des marchés publics dont les résultats étaient tout à fait satisfaisants, et j'ai vu des marchés publics dont les résultats étaient catastrophiques, parce que voilà, le service demandé n'était pas au rendez-vous, les délais avaient dérapé, les coûts avaient dérapé, etc. Bon. Qu'est-ce que j'en tire comme conclusion un peu générale de cette expérience? Et je ne suis pas le seul à tirer les mêmes conclusions de ce type. La première, c'est qu'il faut faire très attention au processus de mise en concurrence, de passation du marché. C'est essentiel. Vous voyez, pour moi, les entreprises privées sont plus efficaces si elles sont soumises à la concurrence. Négocier avec un monopole, ce n'est pas évident et ça n'apporte pas forcément beaucoup. Ensuite, un des problèmes, et là, je vais renvoyer au sujet du besoin des services publics, quelque chose que j'ai souvent observé, et je ne suis pas le seul, c'est que les administrations ont beaucoup de mal à identifier, à exprimer leurs besoins. Et quand elles expriment leurs besoins, parce qu'elles sont bien obligées de le faire lorsqu'elles établissent un cahier des charges et qu'elles passent un marché, après, très souvent, elles reviennent voir leur fournisseur en leur disant « Ah, attendez, j'ai oublié ». Ah, il fallait faire ça aussi, vous pouvez rajouter ça. Quand l'administration elle se retrouve dans la même situation que vous, si vous demandez à un artisan à qui vous avez passé une commande de rajouter un truc dans votre maison, etc., oui, d'accord, on va le faire, mais vous allez payer. Voilà. Donc, le problème, bien souvent, de dérapage du coût des services, de ces marchés publics que j'ai vus, c'est bien souvent ça, c'est la difficulté. Donc, pour revenir aux besoins et pour conclure là-dessus, identifier les besoins, exprimer quels sont les besoins, en fait, ce n'est pas si facile que ça. Voilà, donc, et là, je déborde sur le sujet suivant. Merci beaucoup. Donc, on passe la parole. Bon, allez-y. On passe la parole aussi ensuite à Astrid Panossian-Bouvet, qui est députée Renaissance de Paris et qu'on avait identifiée, entre autres, pour son appel au service public pour reprendre le contact avec les électeurs et électrices du Rassemblement national, en tout cas à se centrer sur les services publics. Et donc, bien sûr, vous pouvez rebondir plus largement sur cette question de qui doit prendre en charge ces besoins, mais on avait envie de vous interpeller, entre autres, sur quelque chose qui a été évoqué à propos de la santé, c'est-à-dire la tendance de certaines décisions gouvernementales à renvoyer finalement l'action publique vers les individus. Ce que dans mon laboratoire de recherche, des collègues, notamment Sophie Dubuisson-Kellier, étudie et appelle gouverner les conduites, gouverner par les conduites, c'est-à-dire finalement travailler l'incitation individuelle plus que le fait de rendre collectivement un service. Je ne sais pas si vous voulez réagir sur ça, si c'est trop précis, plus largement sur la méthode de prise en charge des besoins. Merci pour cette invitation. Et merci pour tout ce travail au temps long qui a été mené par le collectif, qui a également été mené par le Conseil d'État, parce qu'on en a effectivement besoin en tant que décideur politique également. Je voulais peut-être paraphraser Jean Jaurès, Boris Vallaud, qui disait « À celui qui n'a rien, la patrie est son seul bien ». J'ai envie de dire qu'à celui qui n'a rien, les services publics sont son seul bien. Et c'est pour ça que dans cette tribune que j'avais faite sur le Rassemblement national en mai dernier, je disais qu'il y avait effectivement une très forte corrélation aussi dans ce sentiment d'abandon qui se voyait aussi, typiquement quand la Poste ferme, quand les derniers
Voilà, service public ferme, ça participe de ce sentiment d'abandon qui nourrit aujourd'hui le vote Rassemblement national. Donc c'est à la fois une question qui est au cœur de la promesse républicaine, de l'égalité des chances, mais c'est également une question éminemment politique par rapport aux perspectives très sombres contre lesquelles nous sommes nombreux ici à l'Assemblée nationale, contre lesquelles nous voulons lutter. Moi j'ai bien aimé votre expression sur le gouvernement des conduites, parce que je pense que l'État n'est pas totalement illégitime, notamment sur les questions de santé, de vouloir promouvoir les bons comportements. Mais on voit bien que ça ne suffit pas. Moi, c'est un peu comme les libertés réelles et les libertés formelles. Décidément, j'ai un vocable très social-démocrate ou très marxiste. Et ben, je crois aussi à la responsabilité réelle ou la responsabilité formelle. Et la question de la prévention, typiquement, la prévention de la santé, on voit bien qu'elle a des biais comportementaux énormes. Quand on fait simplement une campagne de prévention, simplement une campagne d'information, voire une campagne de prévention, c'est principalement celles et ceux qui sont sensibilisés qui vont y répondre. Voilà. D'où cette transformation aujourd'hui des politiques de prévention vers l'aller vers. D'autant plus indispensable que ces politiques de prévention, si elles ont en plus ce biais de sélection, elles sont encore plus fortes, ils sont encore plus forts ces biais de sélection dans un contexte de désertification médicale. Donc, d'où la nécessité d'aller dans des campagnes de prévention, d'aller vers, de sensibiliser également les personnes qui ne soient pas simplement le personnel médical, mais des personnes qui sont en première ligne, en contact avec les personnes les plus vulnérables et vers lesquelles doivent se tourner ces campagnes de prévention et d'information. Et c'est ce que je dis en ce sens que ce n'est pas suffisant, c'est travailler sur toutes les conditions de réalisation aussi de l'accès aux services publics. Sur la question de la santé, on a parlé des déserts médicaux. Et en attendant la question du numerus clausus et de la levée de ce numerus clausus encore partiel, il n'est pas total d'ailleurs, et ça prend du temps de former du personnel médical. Encore faut-il pouvoir développer les infirmières de première activité. Encore faut-il pouvoir libérer du temps médical, comme ça se fait dans pas mal de pays européens. Je reviendrai après sur la question des moyens, qui, je trouve, est une question éminemment politique. Mais je reviendrai dans la deuxième intervention, notamment pour la comparer à des pays du Nord. Et là, c'est mon prisme plutôt scandinave, qui me permet, ayant une mère scandinave, ayant vécu dans les pays scandinaves, de voir aussi qu'il y a des choix politiques derrière la question des moyens. Mais je reviendrai dans la deuxième partie, pour laisser les autres participants dire ce qu'ils ont à dire. Merci. Merci beaucoup. En plus, les intervenants et intervenantes fournissent gratuitement des comparaisons internationales, ce qui est quand même assez chouette. Donc à Clémentine Autain, on avait envie de demander, parce qu'on pensait qu'elle serait d'accord pour dire que certains processus de désocialisation de la manière de rendre les services publics posaient problème, déjà de réagir en général, mais aussi comment on resocialise, si tant est qu'on veuille resocialiser, c'est-à-dire concrètement, est-ce qu'on a des étapes en tête pour éviter ces situations où des entreprises empiètent ou font dysfonctionner même les services publics? Merci. D'abord, je voudrais saluer à la fois la journée que nous avons, enfin la soirée que nous avons ici à l'Assemblée nationale et le travail assez colossal qui a été produit et qui, pour les élus que nous sommes, est évidemment très précieux parce que c'est aussi à partir d'un diagnostic que nous allons réfléchir à travailler les questions et à avoir des propositions qui sont les plus adaptées. Je voulais commencer aussi en disant qu'il y a un fait politique, me semble-t-il, assez récent, c'est la création du collectif Nos services publics, de ce rapport, mais d'autres collectifs, où le terme de service public apparaît, et c'est en fait assez nouveau. Assez nouveau aussi dans la production, où il y a très peu de choses. Quand on veut travailler sur les services publics, enfin moi je suis abasourdie, je dis quelle est la bibliographie, il y a 3 bouquins, et on se dit mais c'est pas possible, il y a un truc qui tourne pas rond. Donc merci à Claire Lemercier et Willy Pelletier d'avoir coordonné aussi une somme sur le sujet. Je veux dire, il y a vraiment très très peu de choses. Et je crois qu'il y a quelque chose qui est en train de changer, de se nouer, et c'est ce moment qui est social et politique qui, je crois, est très intéressant aussi du point de vue où je m'exprime, puisque je fais partie d'une force politique qui a mis au cœur de son projet la notion de gouverner par les besoins, et qui mieux que le service public pour répondre aux besoins de la population. En tout cas, c'est le parti pris
que nous avons. Et donc, je pense que le service public est une clé de la réponse politique par rapport au projet de mise en commun, en tout cas, que je défends, que nous défendons, mais aussi dans le moment que nous traversons avec la menace de l'extrême droite, et qui joue beaucoup sur le repli, sur l'atomisation, sur le ressentiment, aussi le sentiment de déclassement. Et je pense que par rapport à tous ces mots, MAUX, le service public fait partie des réponses politiques très fortes parce qu'ils servent les besoins essentiels, fait partie de sa mission d'intérêt général, même s'il faudrait revenir sur la notion d'intérêt général, mais je crois que dans un premier temps, on peut le dire comme ça, ils sont source de cohésion sociale et ils sont aussi les mieux à même de répondre aux défis qui arrivent. Parce que les services publics existants, ils sont évidemment maltraités, en dégradation, mais non seulement il faudrait les remettre sur pied, mais nous avons besoin aussi de services publics dans d'autres domaines qui émergent. Je pense immédiatement, tiens, tu as dit tout à l'heure la question de l'Internet et le numérique, mais c'est vrai sur le 4e âge, c'est vrai sur la petite enfance, c'est vrai dans tout le défi écologique. On sait qu'on va avoir besoin d'un grand service public de la réparation, du recyclage. Enfin, il y a beaucoup de domaines sur lesquels, en réalité, on a besoin de plus de services publics. Et donc, défendre les services publics et tous les agents qui les font vivre, c'est pour moi vraiment réaliser cet objectif de gouverner par les besoins. Alors, ce qui se passe, c'est un mouvement qui est enclenché, que je ressens. Il est en contradiction avec ce qu'on a entendu pendant un paquet de temps. On est quand même abreuvé de poncifs, de leitmotifs qui sont très dévalorisants pour les agents du service public et pour le service public. Vous les connaissez par cœur, mais enfin bon, d'abord, les fonctionnaires sont des privilégiés. Je veux dire, on l'a entendu, on ne sait plus, n'en jetez plus. Hein. Ils sont d'ailleurs tellement privilégiés qu'au dernier concours de l'éducation nationale, il a manqué 3000, on a 3000 postes ouverts qui sont non pourvus, tellement les gens, c'est tellement formidable et tellement privilégié que les gens ne viennent pas, ce qui est un vrai problème. Et ils sont tellement privilégiés que je lisais dans le rapport que le salaire des fonctionnaires entre 2009 et 2019 a stagné, quand celui dans le privé a augmenté de 13%. Or, ce discours, même les agents du service public, Sophie Binet s'exprimera après, mais moi, ça m'interpelle depuis un moment, si je mets même les syndicats de profs, depuis combien de temps ne demandent-ils pas une augmentation de salaire, un dégel du point d'indice? Les agents du service public, les fonctionnaires disent tout le temps, mais non, nous, ce qu'on veut, c'est que les hôpitaux marchent bien, que les écoles soient bien, qu'on ait un bon service, ce qui est vrai. Mais la revendication même d'une augmentation de leur rémunération, alors qu'ils sont en proie à, carrément parfois dans certains secteurs, un appauvrissement absolument hallucinant, eh bien, la question d'exiger un salaire décent n'est pas à l'ordre du jour. Et je trouve que c'est quelque chose qu'il faut bien intégrer parce que ça ne va pas du tout. Je pense que ça ne va pas du tout. Donc il faut revaloriser les salaires des fonctionnaires et en particulier dans l'hôpital, dans les secteurs clés comme l'éducation, mais il y a d'autres secteurs et je pense qu'on a là un problème sur ce gel du point d'indice où le dégel là qui vient d'être fait, il comble même pas l'inflation. Et vous avez Bruno Le Maire, pardonnez-moi, je vais m'énerver, mais enfin, Bruno Le Maire, il fait des leçons partout, c'est pas Claire Lemercier, c'est Bruno Le Maire, ministre de l'économie, que vous voyez sur toutes les chaînes dire « Mais je demande aux chefs d'entreprise d'augmenter les salaires. Avec l'inflation, il faut qu'ils augmentent les salaires, d'accord ? Et donc vous êtes à la tête, c'est pas une entreprise, mais vous avez des personnes qui sont salariées, qui sont fonctionnaires, donc rémunérées par l'État. Donc l'État est employeur. Qu'attend-il, lui, pour augmenter les salaires et les caler sur l'inflation ? Non, mais je suis désolée, mais c'est incroyable. C'est hallucinant. Donc moi, ça me met très en colère. Bon, donc il faut qu'on arrête avec ce discours et qu'on tienne tête. C'est ça que je veux dire, pas être sur le reculoir. Il est temps qu'on soit à l'offensive. Deuxième préjugé, c'est le privé fait mieux. Alors là, c'est le pompon, parce que Boris le disait très bien tout à l'heure, on a eu le scandale d'Orpea. On a maintenant le prix du berceau avec le rapport de l'IGAS sur les bébés, ce qui est quand même glaçant. Alors, évidemment, ce cas des bébés qui ne mangent pas à leur faim, dont on ne change pas les couches. Enfin, il faut voir de quoi on parle quand même. Hein. C'est effrayant, absolument effrayant. Et preuve s'il en est que le privé ne fait pas mieux que le public. On devrait le savoir en réalité depuis l'Angleterre, où Thatcher, quand elle a privatisé le service public ferroviaire, au début, on a dit « formidable ».
le service public ne sait pas faire. Et puis, qu'est-ce qu'on a constaté très vite? C'est que c'était une catastrophe. Les trains arrivaient en retard, il y avait des catastrophes en chaîne et qu'en fait, ça ne marchait plus. D'ailleurs, en France, on voit très bien comment, progressivement, quand on cède les parts qui sont les plus lucratives au privé, ça devient en général une catastrophe. On le sait avec la Poste, on le sait, enfin, vous connaissez tout ça par cœur, France Télécom, etc. Donc, ça, en fait, c'est faux. C'est un poncif qui est faux, mais c'est quelque chose qui est très intégré dans les esprits, comme sur la bureaucratie, où on pense que la bureaucratie, c'est que dans l'administration. Moi, je suis désolée, mais quiconque a affaire à sa banque, à un service d'assurance, moi, je m'arrache les cheveux, et vous l'avez tous expérimenté, la bureaucratie, elle est en général le fruit aussi de deux choses. D'abord, des grosses entités qui peuvent produire de la bureaucratie parce que c'est compliqué, et aussi une certaine conception du management, vouloir faire du chiffre, etc. Donc c'est la T2A à l'hôpital, mais c'est aussi dans le privé où on veut tout chiffrer, tout déshumaniser d'une certaine manière et rentrer dans des cases de rentabilité. Et à partir de là, c'est vrai que ça crée de la bureaucratie et ça déshumanise. Et au final, les gens aussi sont malheureux dans leur travail parce qu'ils passent beaucoup de temps à comptabiliser ce qu'ils font et pas à faire. Enfin, il y a trop de fonctionnaires. Alors ça, en lisant le livre d'Émilien Ruiz, j'ai appris, parce que je ne savais pas que c'était un discours en fait qui est aussi vieux que l'existence des fonctionnaires. C'est quand même assez étonnant. Et que même à gauche, on a entendu parfois ce discours de « il y a trop de fonctionnaires ». Mais le paradoxe est que dans le même temps qu'on dit « il y a trop de fonctionnaires », aucun gouvernement n'est capable de réduire le nombre de fonctionnaires. Parce que dès que vous demandez « ah bon ?» et dans quel secteur allons-nous donc réduire le nombre de fonctionnaires? Dans les hôpitaux? Non. Dans les écoles? Non. Enfin bref, vous faites toute la liste. Les tribunaux? Ça ne marche pas? Non. Bon. Les centres sociaux? Certainement pas, etc., etc. Et donc, en fait, au final, les gouvernements, même ceux qui vous annoncent qu'on va réduire le nombre de fonctionnaires, n'arrivent pas à réduire la voilure. Ça ne fonctionne pas. Donc c'est bien qu'il y a quand même un problème, c'est que ça résiste aux besoins objectifs des gens. Et qu'en réalité, il faudrait que nous soyons capables de dire haut et fort, il n'y a pas assez de fonctionnaires, il n'y a pas assez d'agents de service public dans notre société. Et donc d'inverser, là aussi, totalement le discours à partir du moment où on parle des besoins. Donc une fois qu'on a dit ça, qu'il faut non seulement mieux dans les services publics, étendre le champ des services publics, pas forcément pour que l'État gère tout. Ce n'est pas à l'État, puisque c'était une des questions et qui me paraît très importante. C'est-à-dire pour moi, le service public, ce n'est pas des fonctionnaires partout avec l'État qui gère tout. Mais c'est en revanche un secteur qui est un secteur non lucratif, où la question de la rentabilité et de dégager des marges n'est pas le modèle économique. Donc ça veut dire que l'État peut, avec des fonctionnaires, le gérer, mais ça veut dire aussi que des associations, que tout le secteur de l'économie sociale et solidaire peut aussi être délégataire d'une mission de service public. Mais c'est bien la question du lucratif ou non lucratif qui est... Alors, parce que sinon, on nous renvoie « Ah oui, vous voulez l'État faire finalement le modèle soviétique avec une bureaucratie énorme où l'État gère tout ». Non, parfois même, des petites entités sont beaucoup plus dynamiques. Le secteur associatif peut être beaucoup plus enclin à faire vivre tel ou tel service public adapté à un territoire, adapté à un public, qu'un gros mastodonte. Donc, ce n'est pas ça le sujet. Mais en revanche, il faut bien qu'il y ait une manne publique, c'est-à-dire que l'argent de nos impôts aille à faire vivre ces services dont la population a besoin. Et donc, pour définir ces besoins-là, je vais à la schlag, mais pour définir ces besoins-là, puisqu'on part des publics, on part des besoins, on définit les services publics et on voit comment on peut les faire fonctionner. Reste la question des besoins. Qui définit les besoins ? Et mes besoins ne sont pas vos besoins, et d'ailleurs vos propres besoins ne sont pas ceux d'hier et pas ceux de demain, comme les miens, vous voyez, donc c'est très compliqué. En fait, la question des besoins, c'est pas une question statique, c'est une question qui bouge. Et comme elle bouge, et comme elle doit être définie par celles et ceux qui expriment ces besoins, c'est-à-dire par les citoyennes et les citoyens, je ne vois pas d'autre clé que la démocratie. C'est-à-dire que si on veut gouverner par les besoins et définir ces services publics et bien les faire vivre, il faut donner toute sa place aux citoyennes et citoyens pour définir quels sont ces besoins. Et donc, quelle part ils sont aussi capables de consentir à l'impôt en fonction de ces besoins. Et je pense que défendre les services publics, c'est aussi redorer le blason de l'impôt comme une contribution utile. Et si les gens ont de plus en plus ras-le-bol de l'impôt, c'est aussi qu'ils ont l'impression qu'ils n'en ont pas pour leur argent parce que les services publics se détériorent.
et qu'ils ont l'impression qu'ils payent de plus en plus, rapport le livre d'Anne Delatte, encore une fois, puisque les individus, les foyers payent de plus en plus quand les grandes entreprises payent de moins en moins, sans aucune contrepartie. Donc, ils ont raison, les gens. Ils payent plus et ils ont un service public dégradé. Donc, forcément, ça ne marche pas. Non, mais je veux dire, il y a quelque chose qui tourne absolument pas rond. Donc, il faut que cet impôt, il serve à payer ce dont la majorité de la population a besoin. Et ces services publics sont, à mon avis, totalement clés. J'ai été trop long. Merci Clémentine, c'est insoumise au temps de parole, mais du coup a répondu aux 2 tours de questions et donc rattrapé son avance. Mais du coup, on va revenir avec Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT, peut-être sur une chose qui a été évoquée en passant, qui est le point de vue des agents et notamment de leur ressenti au travail par rapport à toutes ces évolutions que rapporte le rapport de nos services publics, que ce soit d'ailleurs des agents fonctionnaires, comme l'était Sophie dans son travail à l'origine, ou pas, comme la majorité des personnes que syndique la CGT, mais qui sont pris et prises dans ces services publics. Et avec effectivement la question qu'évoquait Clémentine, est-ce que l'horizon, c'est que tout le monde devrait être fonctionnaire? Je ne pense pas que ce soit ce que disent explicitement le rapport de nos services publics, mais alors que fait-on du point de vue du statut et de l'expérience de parole des personnes, d'expérience de travail des personnes, pardon. Je vous donne la parole. C'est bon, ça marche. Non, d'abord, merci pour votre rapport parce que je trouve qu'il arrive à pic. On est à la veille des débats sur le PLF, donc j'espère bien que ça va résonner juste à côté d'ici, dans l'hémicycle. Je me tourne vers les députés de la majorité. Et puis, ce rapport, il arrive à pic parce qu'effectivement, je pense qu'on est à un moment de changement de paradigme, puisqu'on se situe après la crise Covid, où enfin on s'est rendu compte qu'on avait besoin d'un État stratège et où on s'est rendu compte de l'état de nos services publics. Et on arrive à un moment où, à part pour Emmanuel Macron, mais je pense que sinon pour le commun des mortels, il apparaît évident que sur la question environnementale, on a besoin de plus et de mieux de services publics et de puissance publique d'une façon générale. Et donc, on est à un moment où on peut refaire basculer, le balancier qui était parti très loin dans le néolibéralisme avec 2 phases. Une première phase d'affaiblissement des services publics présentée comme un coût avec d'un côté la sous-traitance, où donc je m'inscris complètement en faux par rapport à ce que disait mon voisin sur par principe le privé est plus efficace que le public. Ben, ça dépend pourquoi en fait. Le privé est plus efficace que le public pour dégager du profit et ça tombe bien, c'est son objectif. Mais par contre, pour rendre et pour répondre aux besoins des populations, non, pas forcément, et ce d'autant plus que dans la définition des besoins, en général, on occulte tout le travail réel. Par exemple, la sous-traitance, on a beaucoup sous-traité les missions d'exécution, donc le nettoyage, le jardinage, etc. Et le nettoyage, on a oublié que dans le nettoyage, évidemment, il y avait le nettoyage des surfaces, mais il y avait toute une dimension relationnelle d'accueil des usagers, de présence quotidienne, etc., qui n'est pas du tout remplie par la sous-traitance, qui, en général, coûte beaucoup plus cher, précarise et n'offre d'ailleurs pas les mêmes droits sociaux à celles et ceux qu'elle fait travailler. Donc c'est un impact aussi derrière en termes de politique publique. Et sur la sous-traitance, moi je trouve qu'on parle très peu de la responsabilité de la commande publique, où quand même la commande publique, les grands chantiers qui sont commandés par l'État, en général c'est 6 ou 7 niveaux de sous-traitance pour construire une LGV grande vitesse, 6 ou 7 niveaux de sous-traitance. Bon bah ça derrière, ça veut dire des catastrophes humaines, notamment en termes d'accidents du travail, de mortalité, etc. Responsabilité de la commande publique en termes de délai de paiement, quand même, il y a un problème, puisque la première cause de faillite des entreprises, c'est pas le soi-disant coût du travail, c'est la question des délais de paiement et la puissance publique est un très très mauvais payeur. Et responsabilité de la commande publique, puisque en général les marchés publics sont faits pour que ça soit que les grandes entreprises qui puissent y répondre sur un certain nombre d'aspects et ne comportent aucun critère sociaux et environnementaux. Et d'ailleurs, à ce titre-là, il y a une loi qui a été votée en 2014 sur l'égalité femmes-hommes qui fait que normalement les entreprises qui ne respectent pas les obligations légales en matière d'égalité doivent être exclues
des marchés publics, le décret d'application n'est jamais sorti et donc cette loi ne s'applique pas. Et je peux vous faire une longue liste d'entreprises qui, notamment les cabinets de conseil, qui ne satisfont en rien aux obligations en matière d'égalité femmes-hommes, aux obligations légales, mais qui touchent des millions d'euros d'argent public. Donc premier aspect d'affaiblissement, c'est la sous-traitance. Et puis le deuxième, on en a beaucoup parlé, c'est les dysfonctionnements, l'affaiblissement des services publics. Et là, je voulais quand même revenir sur un point. Beaucoup ont dit, oui, les services publics, c'est ceux qu'ont ceux qui n'ont rien. Oui, d'accord. Mais attention, si les services publics, c'est les services publics pour les pauvres... non mais j'ai pas dit que vous avez dit ça, mais je pense que c'est bien aussi d'éviter de répéter tout ce que tout le monde dit. Donc moi j'accentue sur potentiellement des contradictions pour qu'on se mette bien d'accord sur les choses. Si les services publics deviennent, comme ce qui est en train de se passer, c'est ça le problème, les services publics deviennent des services publics pour celles et ceux qui n'ont pas le choix d'aller ailleurs, en matière éducative, en matière de santé notamment, on bascule sur une société à l'américaine avec de pauvres services publics pour de pauvres populations. Donc les services publics doivent être de haut niveau de qualité pour répondre aux besoins de toute la population et pas seulement aux besoins de celles et ceux qui sont les plus pauvres. Donc ça, c'est première phase, affaiblissement des services publics où on ouvre des marchés pour le privé. Et moi, je voulais insister sur une deuxième phase qui est caractéristique du néolibéralisme, qui est la mise au service de l'État au service des intérêts privés. Et ça s'appelle le New Public Management. Et finalement, la visite du roi Charles III en a été, l'emblème. Quand, dans cette visite diplomatique, on met la diplomatie d'État au service d'intérêts privés en organisant, par exemple, un tête-à-tête entre le roi d'Angleterre et l'homme le plus riche du monde, Bernard Arnault, qui est aussi le meilleur ami du chef de l'État, on montre un problème de conflit d'intérêts au plus haut niveau. Ça aurait peut-être été intéressant de faire rencontrer au roi d'Angleterre des associations de défense des réfugiés, de l'emmener à Calais par exemple pour voir ce que sa politique de fermeture des frontières occasionne comme désordres sociaux, de lui faire rencontrer des associations environnementales puisque apparemment c'est sa préoccupation, plutôt que de lui organiser un tête-à-tête avec l'homme le plus riche du monde qui a plein d'autres façons de rencontrer le roi d'Angleterre et qui n'a pas besoin de la puissance publique pour ça. La mise au service de l'État au service d'intérêts privés, elle est évidemment marquée par les 200 milliards annuels d'aide publique aux entreprises. C'est quand même un tiers du budget de l'État qui passe dans des aides publiques aux entreprises sans condition ni contrepartie, qu'on n'est même pas capable de lister. Le nombre de niches fiscales et sociales, personne n'est capable d'en donner la liste. Donc moi, je vois qu'il y a beaucoup de parlementaires ici présents. J'ai une demande. On a quand même eu le culot de nous convoquer, les secrétaires généraux des organisations syndicales, dans une commission d'enquête sur les violences commises par des groupuscules en marge des manifestations. Et on a tenu à ce qu'on vienne personnellement en nous menaçant de 5 ans de prison, donc merci. Ce qui serait quand même intéressant, c'est de faire une commission d'enquête sur les aides publiques aux entreprises pour évaluer ces aides publiques exponentielles qui ont explosé quand même avec le CICE, je suis désolée de rappeler ça, voilà, et qui prive la puissance publique d'un levier énorme d'action sur le tissu productif, les politiques sociales, les politiques environnementales. Là, avec ces 200 milliards d'aides publiques, on ne peut plus dire ou entendre « l'État ne peut pas tout ». Ce sur quoi Jospin a perdu en 2002 quand il a dit ça aux ouvriers de l'U. Avec 200 milliards d'aides publiques, on peut agir sur, y compris le tissu productif et le tissu industriel. Sur la question qui m'était posée, à savoir le vécu des agents, aujourd'hui, je suis très triste de constater que l'État est le pire employeur en France, d'abord parce qu'il paye très mal et ensuite parce qu'il produit un management encore plus violent que le management qui existe dans le privé. Management encore plus violent parce que il applique les mêmes méthodes de management par les coûts, sauf qu'on manage par les coûts quelque chose qui par essence ne doit pas fonctionner par les coûts, et notamment avec une taylorisation du travail relationnel où on demande des objectifs chiffrés sur toute une série de tâches qui ne se chiffrent pas justement. Violence parce que ce management par les coûts importés du privé, il se double d'une bureaucratie et donc
d'une perte de sens, d'une distanciation et le fait qu'il y a très peu de démocratie sociale en proximité. Et puis évidemment qu'il entre en contradiction violente avec la finalité et les missions. Donc on a une perte de sens extrêmement importante, on a une baisse d'attractivité qui ne tient pas seulement au niveau de salaire, qui tient au sens des missions et au fait qu'au quotidien, en fait, on est spectateur de notre propre impuissance parce que ce qu'on nous demande de faire, on n'a aucun moyen pour le faire. Et cette perte de sens et cette impuissance, elle se manifeste donc par baisse d'attractivité, démission, explosion des arrêts maladie, mais aussi par des points très préoccupants, et notamment la montée du vote Front National chez les fonctionnaires qui, jusque-là, étaient plutôt protégés par la mission publique. Mais comme ce fossé avec les usagers ne cesse de croître, il y a des violences aussi dans les rapports avec les usagers. Il y a la violence de ne pas pouvoir remplir ses missions, d'être obligé de dire non alors qu'on sait qu'on devrait dire oui, mais qu'on n'a aucun moyen pour le faire. Ça alimente le vote Rassemblement national qui est en soi une alerte. Ce New Public Management, il se caractérise par un floutage des missions entre finalement les missions publiques qui seraient les mêmes que les missions privées, par un floutage de la formation, et donc la CGT a dénoncé la réforme de l'ENA parce qu'elle affaiblit la définition de la mission publique des hauts fonctionnaires. Et puis la CGT, elle dénonce la réforme. On pourrait dire la CGT, elle n'est pas concernée par la haute fonction publique puisque c'est pas parmi nos premiers bastions de syndiqués, encore que les portes sont grandes ouvertes, on en a beaucoup et j'espère qu'on en aura encore plus. Mais en fait, on est très concernés parce que la réforme de la haute fonction publique, ça a un impact sur toute la société et sur toute la fonction publique. Et donc, quand on dit à des hauts fonctionnaires qu'ils doivent faire des allers-retours avec le privé, on organise les conflits d'intérêts et on les généralise. Et ce gouvernement est le gouvernement de la généralisation des conflits publics-privés. En fait, maintenant, ça devient banal. La semaine dernière, j'étais au ministère de l'Industrie pour un dossier sur une entreprise dans lequel était impliqué Veolia. J'explique le sujet et en fait, c'était 5 minutes après qu'on ait fait le tour de table et que dans les nouveaux membres du cabinet du ministre, on me présente une ancienne de Veolia. Donc, du coup, très vite, en fait, ça complique beaucoup les choses. Donc là, tout de suite, on m'a dit « Ah non, mais elle ne va pas s'occuper du dossier, elle ferme ses oreilles. » Bon, en attendant, elle est là. Donc voilà. J'ai vu avec attention au journal officiel la nomination d'un assistant parlementaire chez un député qui est en charge du logement qui vient de Airbnb. Bon, forcément, derrière, quelle crédibilité sur les amendements, les positions de ce député en charge du logement, sachant que son assistant parlementaire travaillait auparavant pour Airbnb. Et en fait, le problème, c'est que ce truc-là est tristement banal. Je ne peux même pas faire la liste des conflits d'intérêts. Il n'y a que ça partout. Et le dernier point dans le New Public Management, ce qui pose problème, c'est qu'en fait, maintenant, de plus en plus, un certain nombre de fonctionnaires d'État deviennent l'ennemi public numéro 1 de leur haute administration ou de leurs ministres. Par exemple, aujourd'hui, les inspecteurs et inspectrices du travail sont empêchés de remplir leur mission parce qu'on leur explique que l'inspection du travail, elle doit aussi être au service des entreprises. Non, l'inspection du travail, elle est au service du droit du travail, au service des salariés pour régler un déséquilibre fondamental dans le rapport de force. De la même manière, les agents du ministère de l'Environnement, des DREAL, sont soumis à de plus en plus de pression sur le partage des ressources qui se raréfient et le partage de biens communs, notamment de l'eau. Et donc, ces fonctionnaires, de plus en plus, sont taxés. On a limité de moitié les délais d'examen, etc., en disant c'est la bureaucratie, etc. Mais je suis désolée, il y a besoin d'avoir des examens approfondis pour arbitrer entre l'utilisation agricole, l'utilisation industrielle et l'utilisation privée. Et ils ont besoin de plus de moyens pour remplir leur mission. Les inspecteurs des impôts, je n'en parle pas. Les douaniers, je n'en parle pas, mais il faut en parler. Et donc, dans tous ces corps de la fonction publique d'État qui sont là pour nous protéger face aux forces de l'argent, d'abord le statut, c'est une protection et le statut de la fonction publique, il est fragilisé, il n'est pas là pour rien parce que c'est ça qui ancre la fonction publique à l'intérêt général. C'est pas, faut arrêter de dire que ça serait un privilège, un régime spécial. Enfin, qu'est-ce qu'on entend sur notre statut ? Notre statut, c'est ça qui fait qu'on peut être arrimé à l'intérêt général et qu'on peut résister à la pression des intérêts privés qui est de plus en plus importante et au conflit d'intérêts généralisé. Ensuite, on se heurte à la faiblesse des moyens de contrôle avec notamment sur les inspecteurs des impôts qui n'ont pas les moyens
moyens de contrôler les multinationales et qui, de fait, ça pose un gros problème parce qu'aujourd'hui, les redressements fiscaux, c'est sur les petits tricheurs. Les gros tricheurs, ils sont en permanence en dehors des clous. Et puis, enfin... Peut-être que c'est un petit tricheur qui a lancé la claque. La petite triche, c'est pas bien quand même. Et enfin, dernier, je vais finir juste par cet aspect-là. Moi, je voulais lancer une alerte sur la question de la corruption. C'est qu'on assiste actuellement à une augmentation de la grande criminalité, avec notamment une augmentation du trafic de drogue. Ce trafic de drogue, il met sous haute pression notamment les fonctionnaires, les douaniers, les magistrats, les policiers. Nous, on a la situation dans les ports avec les dockers qui sont sous haute pression. Certains dockers se sont fait assassiner à cause de la grande criminalité. Il faut regarder attentivement la situation italienne et ce qui est en train de se passer aux Pays-Bas, en Belgique, où les magistrats tirent la sonnette d'alarme en disant on est en train de basculer, on est en train de perdre le contrôle. Là, il est encore temps, mais vraiment, on n'a plus beaucoup de temps parce que la gangrène, une fois qu'elle est là, elle gangrène tout. Donc là, il y a besoin de réarmer les fonctionnaires, de leur donner les moyens d'agir, et ça ne sera pas des petites mesures homéopathiques. Il faut faire des recrutements, il faut protéger les fonctionnaires qui sont en danger, et pour certains en danger de mort quand ils remplissent leur mission, et il faut leur permettre d'agir contre le pouvoir des multinationales d'une façon générale et le pouvoir des forces de l'argent qui n'a jamais été aussi élevé. Merci beaucoup. Alors évidemment, plus la salle est suspendue aux lèvres de quelqu'une et laisse parler, moins la salle aura la parole à la fin. Mais je vais quand même redonner la parole à François Eccal, puis à Astrid Panosyan-Bouvet, qui ont eu moins de temps au début. Et puis Madame la députée a été interpellée un moment, mais vous pouvez répondre ou pas. Soit pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, soit pour revenir sur l'aspect besoin et priorisation, arbitrage entre les besoins. Comment est-ce qu'on fait ça? Éventuellement arbitrage aussi entre dépenses publiques et privées. Pour François Eccal, mais c'est comme vous le sentez, peut-être Monsieur Eccal d'abord et Madame la députée ensuite. Merci. Je vais revenir sur la question des besoins, puisqu'elle est au centre du rapport. Et c'est vrai que le rapport a bien raison de nous dire qu'il faut tenir compte des besoins et que ces besoins, bien souvent, ils sont insuffisamment satisfaits. C'est clair. Voilà. Maintenant, l'ex-affreux magistrat financier que je suis va trouver un problème. Le problème, c'est qu'on ne voit pas très bien quelle est la limite de ces besoins. On pourrait même dire que ces besoins, ils sont illimités. On aura toujours besoin d'être en meilleure santé. On aura toujours besoin de plus de sécurité. On aura toujours besoin d'un meilleur environnement, etc., etc. Or, les moyens disponibles, eux, ne sont pas illimités. La population active, c'est la force de travail, dans un pays, elle n'est pas illimitée à un instant donné. Les ressources utilisées pour financer les services publics et les prestations sociales, ce sont des impôts et des cotisations sociales, prélèvements obligatoires, comme on dit, qui pèsent globalement sur les revenus. La somme des revenus, c'est le PIB. Donc en général, voilà, on prend comme indicateur ce qu'on appelle le taux des prélèvements obligatoires qui rapporte le produit de toutes ces impôts et cotisations à la somme des revenus ou ce qu'on produit, c'est pareil comptablement, qui est le produit intérieur brut. Bon. Personne ne sait quelle est la limite de ce taux de prélèvement obligatoire. On ne sait pas jusqu'à où il peut monter. En revanche, on peut se comparer à ses voisins et là, on voit que ce taux des prélèvements obligatoires en France, après en avoir déduit toutes les aides du type dépenses fiscales, etc., qui sont déduites des prélèvements obligatoires, on est malgré tout le numéro 1 ou le numéro 2 de l'OCDE. On fait la course avec le Danemark. Bon. Je ne sais pas quelle est la limite maximale de ce taux de prélèvement obligatoire, mais je pense qu'on ne peut pas avoir sans risque un taux de prélèvement obligatoire nettement supérieur à ceux de nos voisins et concurrents, sauf à prendre des risques pour l'attractivité du territoire et la compétitivité des entreprises
qui sont des problèmes qui existent déjà et qui font que on a un déficit commercial récurrent depuis 20 ans, qui nous oblige pour le financer à nous endetter auprès d'étrangers ou alors céder des actifs, c'est-à-dire des usines, des entreprises, etc. Bon, ça se passe comme ça. Donc, alors, on peut sans doute augmenter un peu les prélèvements obligatoires, on peut en discuter, bon, il y a sans doute des marges, mais ces marges, elles ne sont pas illimitées. Alors, si on ne finance pas les services publics, les dépenses publiques, les prestations sociales par des prélèvements obligatoires, il y a aussi un autre moyen qu'on utilise beaucoup en France, qui consiste à s'endetter. C'est ce qu'on fait, assez largement. Alors, je ne sais pas non plus quelle est la limite de l'endettement public. Personne ne le sait. Je pense néanmoins que si on a une dette publique, alors on n'a pas, contrairement aux prélèvements obligatoires ou aux dépenses publiques pour lesquelles on est numéro 1 ou numéro 2, en dette publique, on n'est pas les premiers de l'OCDE, il y a des pays qui ont des dettes beaucoup plus élevées. Le problème de la France, c'est que son endettement, il est sur une mauvaise pente. Il est sur une pente croissante depuis 50 ans. Et on commence à dépasser tous les autres, y compris tous nos partenaires européens. Il y a 15 ans, la dette publique française était la même que celle de l'Allemagne, en pourcentage du PIB. Maintenant, on a un écart énorme. Donc, je pense que si on n'arrive pas à reprendre le contrôle de cet endettement, on va finir par avoir des problèmes. Alors, on pourra dire, même si les marchés ou créanciers privés s'inquiètent, heureusement, il y a la Banque Centrale Européenne. Elle sera toujours là pour intervenir. Mais ça veut dire quand même que, d'une certaine façon, on se met entre les mains de décisions qui vont être prises à Francfort ou qui vont être prises ailleurs, en tout cas. Donc l'endettement public, pour moi, c'est un problème de souveraineté et d'indépendance. Donc, dans les périodes... Alors, il est bon et nécessaire et souhaitable qu'il augmente dans les périodes de crise, parce qu'il faut soutenir l'activité, voilà, c'est normal, c'est nécessaire, mais dans les périodes un peu plus normales, je pense qu'il faut essayer de le limiter. Pour limiter l'endettement public, il faut limiter le déficit public. Et pour limiter le déficit public, si vous ne pouvez pas beaucoup augmenter les prélèvements obligatoires, il faut essayer de maîtriser les dépenses publiques. Donc c'est ce que prévoit de faire le gouvernement actuel, ce qu'on va probablement trouver dans sa loi de programmation des finances publiques. Je suis d'accord avec ce principe, parce que je pense que on peut trouver, il y a des dépenses publiques dont l'utilité est limitée, il y a des services publics où on peut faire des gains de productivité, on peut limiter un certain nombre de choses qui ne servent à rien. On peut remettre en cause d'ailleurs des marchés publics, moi, il n'y a pas de problème. Donc on peut examiner les dépenses publiques et voir, et je pense qu'on peut trouver, il y a plein de rapports qui le montrent, que on peut réaliser quand même quelques économies et donc on peut, alors c'est très difficile parce que chaque dépense publique c'est un euro qui va dans la poche de quelqu'un, un ménage ou une entreprise, donc chaque fois que vous voulez réduire une dépense publique, ça crie. Donc c'est difficile politiquement, socialement, etc. Mais je pense que c'est techniquement possible et que il va falloir y arriver pour reprendre le contrôle de la dette publique. Merci. On parlait de dépenses, de dérives néolibérales. Je pense qu'on est dans un pays dont les dépenses publiques représentent plus de la moitié, même plus vraiment de la moitié, 58% du PIB. Donc je pense qu'il y a de la marge avant d'être dans un pays néolibéral. Je pense qu'il faut vraiment savoir aussi de quoi on parle. Et je voulais revenir à la question de la comparaison avec les pays d'Europe du Nord. Parce que quand on regarde la structuration de la dépense publique des pays d'Europe du Nord, on voit qu'effectivement, les pays d'Europe du Nord en moyenne, membres de l'Union européenne, donc ça exclut la Norvège, mais Finlande, Danemark et Suède, ils dépensent 5 points de plus en PIB que la France. Ce sont des chiffres 2016 CAE. Je n'ai pas de chiffres plus récents. Et notamment, significativement plus en éducation, en recherche. 3 points de plus en éducation, en recherche. 1 point de plus en hôpital public. Mais ce qu'on voit par ailleurs, c'est qu'ils dépensent 7 points de PIB de moins dans ce qu'on appelle les aides à la fois aux personnes et aux entreprises. Donc je pense que derrière cette allocation, il y a un choix éminemment politique qui est:
est-ce qu'on réarme les services publics ou est-ce qu'on continue à bon compte à vouloir finalement continuer à individualiser les aides, que ce soit les aides aux personnes ou que ce soit les aides aux entreprises. C'est pour ça que j'ai d'ailleurs signé une tribune dans Le Monde en posant un totem dans la majorité présidentielle qui est aussi la conditionnalité des aides aux entreprises. Je vous l'avais d'ailleurs envoyé, Madame Binet. Donc voilà, mais il faut d'abord se poser la réelle question de l'allocation de la dépense publique. Et les pays... Je compare à 2016, les choses ont changé en Europe du Nord. Mais on peut comparer 2016, France, Europe du Nord, et les services publics en termes de performance, c'est un terme qui n'a pas été utilisé, mais de production de qualité, que ce soit sur les chiffres PISA éducation, que ce soit sur les indicateurs sanitaires, et sont quand même meilleurs, en tout cas en 2016, par rapport à l'Europe du Nord. Et on voit que là, il y a plus de moyens, il y a un choix vers plus de moyens et de réarmement des services publics, et moins au niveau de l'individualisation des aides. Ça, c'est une vraie question politique que j'aimerais qu'on pose. Voilà. Au-delà du coup de rabot par-ci, du coup de rabot par-là, parce que j'ai bien peur, et ce sera les deux derniers éléments que j'aimerais dire, que ce n'est pas en mettant plus d'argent sur la table que ça résoudra la question de la qualité et de l'organisation et du bien-être des services publics, et des gens qui travaillent, qui font fonctionner les services publics. Moi, un truc qui m'a beaucoup... Mais il faut en mettre, c'est ce que je dis. Quand vous regardez 5 points de PIB, c'est énorme. 1 point de PIB, c'est entre 25 et 30 milliards d'euros. Donc vous voyez la différence en 2016 entre la Suède et nous. Mais je vois, moi, un truc qui m'a vraiment interpellée, moi je suis à la membre de commission des affaires sociales, et donc je vais en dehors de ma circonscription pour aussi rencontrer des travailleurs du lien, dans les EHPAD, dans les hôpitaux, et c'est d'ailleurs dit dans le rapport de Conseil d'État, ce sentiment de parenthèse heureuse du Covid. Parce qu'ils avaient l'impression d'être de retour au cœur de leur mission. Ils avaient l'impression de ne pas être emmerdés par l'ARS, etc. Quand vous voyez les présentations de l'ARS, c'est aussi le festival du PowerPoint. Moi, c'est ce qui a vraiment marqué aussi. Et donc, il y a aussi un vrai sujet, quand on va repenser les services publics, de repenser les services publics à la fois en fonction et des agents et de la capacité de prise de décision qu'ont les agents de première ligne, parce que c'est ça qu'on ressent énormément, comme d'ailleurs dans les salariés du monde privé, c'est cette capacité d'avoir une prise sur ce qu'on fait, et c'est ce qui crée aussi cet éloignement, cette perte de sens. Donc comment est-ce que quand on réfléchit au service public, on redonne de l'autonomie, du pouvoir de décision à ceux qui sont en première ligne, en plus des moyens, et c'est réfléchir aussi au service public en fonction des usagers. Ça a été dit, où effectivement on projette cette complexification sur les usagers. Boris, tu prenais l'exemple de ces 24 pages de cette mère d'un enfant en situation de handicap qui doit remplir à la MDPH. En fait, ce 24 pages, ça concerne toutes les personnes qui doivent donner un dossier à la MDPH. Donc déjà, c'est super compliqué. Ce qu'il faut savoir aussi, et là je parle simplement d'un département comme Paris, qui est l'un des plus pourvus, mieux pourvus, c'est 9 mois de délai d'attente. Donc, c'est-à-dire que quand vous demandez une aide technique ou une aide humaine à la MDPH, elle met 9 mois pour pouvoir vous répondre. Voilà. Et donc, en attendant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez débourser, vous endetter pour pouvoir... Voilà. Et ça veut dire qu'il faut plus de moyens à la MDPH, mais ça veut dire surtout qu'il faut réfléchir, quand on pense à un service public, à la MDPH et au département là-dessus, mais quand on pense service public, il faut aussi penser à ne pas projeter sa propre complexité. Parce que ce document que la maman doit faire, comme le conjoint, comme un enfant d'ailleurs de parents dépendants, souvent on lui demande de le réactualiser. Alors que la situation est stable, voire voilà. Et c'est de nouveau 24 pages qui doivent être faites. Et donc ça pose aussi un vrai problème à l'effectivité des droits. Donc vraie question politique sur l'allocation. Et moi j'aimerais pas simplement qu'on réfléchisse sur plus de moyens. Oui, il en faut, mais avec 58% de dépenses publiques aujourd'hui représentant le PIB, il faut quand même qu'on fasse des choix. Et ensuite, quand on pense service public, c'est aussi en fonction de l'agent qui est en première ligne, comment on lui redonne du pouvoir, et celui qui en bénéficie. Parce qu'effectivement, là où je vous rejoins, Sophie Binet, rien ne serait pire que de réduire les services publics aux pauvres. On le voit aux États-Unis et c'est la pire des choses. Le service public doit bénéficier à tous. C'est la meilleure marque de qualité pour le pays. Merci. Alors, si vous êtes des êtres humains, vous commencez à avoir faim et soif, mais vous voulez rester en même temps pour entendre Anis et Le Pors, parce que c'est quand même trop bien. Mais on peut quand même faire un petit tour de questions et de réactions entre-temps. Alors, c'est le... Hop, hop, hop. Allez. Non, ouais. Ouais. Est-ce que peut-être
peut-être l'année prochaine, on pourrait se demander s'il ne faudrait pas mettre alimentation. Est-ce qu'il ne faudrait pas un service public de l'alimentation ou alors est-ce qu'on va affronter la fin du pétrole, les sécheresses et la crise de l'agriculture avec juste Bernard Arnault qui fait un chèque au Resto du Cœur de temps en temps? Je pense que la réponse de nos services publics, c'est allez-y, faites-le. Mais pour avoir croisé d'autres personnes dans d'autres rendez-vous autour des services publics, il y a des gens qui ont envie. Ouais. Il y avait une personne au milieu là. Ouais. Oui. Oui, alors je pense que le service public n'est ni de droite ni de gauche et que quand on sert le public, on est, enfin peu importe les croyances politiques, hein, c'est bien qu'elles soient défendues ici et la seule difficulté que j'entends et que je lis à travers ça, c'est que ça nous replace du côté de l'État stratège. C'est important, c'est fondamental, mais aujourd'hui, quand on est sur le terrain, qu'on soit fonctionnaire ou contractuel, on est confronté bien sûr à des indigences, mais à des réalités auxquelles on doit faire face. Disagree and commit, c'est notre lot à tous, avec en plus une grande difficulté qui est que quand il y a des dysfonctionnements, on doit se taire également. Et on ne peut pas les révéler. Et donc, je voudrais prendre cet élément pour faire une petite transition sur la labilité des postes. On assiste, pas seulement depuis 2017, déjà avant, à des durées des directions de plus en plus courtes. C'est-à-dire que quand les personnes arrivent en poste, et là on en a plein en ce moment, et dans différentes instances, ils arrivent en poste, ils sont déjà en train de penser au poste d'après qu'ils vont prendre dans 2 ou 3 ans. C'est-à-dire que les directions, aujourd'hui, alors peut-être que ça a à voir avec la révision de l'ENA, mais les énarques ne sont pas partout. Donc ça dépasse la question de l'ENA. Et si on reprend la chaîne du concours des fonctionnaires, dont il s'agirait aussi à un moment de se poser des questions tout de même, quant à la façon dont ça prépare ou non au poste, jusqu'à l'ENA, il y a des intermédiaires, des formes de recrutement. Et aujourd'hui, on a de grandes difficultés à constituer des équipes sachantes et expertes. Et par-dessus ça, on va nous coller la DINUM d'un côté et la DITP de l'autre, qui elles-mêmes vont recruter des consultants qui ont été dégagés de chez McKinsey ou Bain parce qu'ils n'avaient pas le niveau. Donc, en fait, on est en train de fabriquer nous-mêmes une espèce de gloubi-boulga avec des équipes qui ne tiennent pas la route. Et les seuls qui arrivent à agir sont ceux qui arrivent en commando, avec des équipes ad hoc qu'ils doivent monter en mode pompier pour résoudre aussi bien la création d'un site web ici, aussi bien une réponse à la construction d'un bâtiment ou la réfection de je ne sais quoi. Et donc, ils vont monter ces équipes ad hoc qu'ils vont pêcher un peu partout, mais qui ensuite vont disparaître. Enfin, ce que j'essaie de dire, c'est qu'on a un vrai sujet RH et que ces RH, dans la façon dont on crée des équipes, dont on crée des cohésions, dont on crée une direction à l'aune d'une vision qui transcende la logique du simple projet d'une France 2030, est fondamentale et dépasse la seule logique d'opinion politique ou de camp politique. Et nous concerne tous ici, puisque nous sommes tous ici, parce que le collectif a fait un travail formidable au nom du service public que nous servons, mais qui nous épuise. Merci. réallouer les ressources de l'État pour mieux les
Bonjour. On voit qu'il y a quand même globalement un certain consensus dans cette tribune sur le fait qu'il y a quand même une dégradation de la qualité et de la capacité des services publics à produire un service public de qualité. Je me demandais si on pouvait interviewer, enfin, donner la parole à chacun des représentants autour de cette table, majorité, opposition, Cour des comptes ou organismes de contrôle de manière générale et organisations syndicales, pour qu'ils essayent de réfléchir sur les endroits où de formuler peut-être une critique sur, s'ils regardent derrière eux, l'histoire de leurs organisations, l'histoire de leurs partis politiques, l'histoire de la Cour des comptes, où est-ce qu'ils pensent qu'il y a eu peut-être un manquement, un échec ou un loupé sur le fait que les services publics finalement ont peut-être décliné au cours des dernières années. Donc c'est peut-être un regard critique sur votre action et la façon dont vous avez agi, ou dont ont agi vos prédécesseurs, ou la dynamique d'organisation. Je pense que ça serait intéressant d'avoir ce point de vue-là. Du coup, il y avait 2 autres personnes. On peut donner la parole à ces 2 personnes et après faire la minute autocritique. En 1 minute chacun. Alors moi, ça ne va pas être la minute autocritique. Je voulais dire 2 choses. La première, c'est que je pense que Astrid Panosyan-Bouvet quand même pose une question sur la question de l'allocation des ressources publiques et notamment savoir qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on privilégie les transferts sociaux, les allocations personnelles ou les moyens pour les services publics qui ne peut pas désintéresser la gauche. Parce que le jour où elle est au pouvoir, elle va quand même, si un jour, elle va quand même devoir se poser ces questions. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément que je voulais indiquer, et c'est très bien parce que c'est cette intervention qui me permet de rebondir. Moi, je travaille dans l'économie sociale et solidaire, et depuis le début en fait, de la table ronde, la question quand même qui est posée, c'est celle des périmètres. Alors, c'était posé par monsieur sur, en gros, la question des besoins qui sont, je vais dire, extensifs à l'infini, mais c'est les périmètres. Je ne suis pas sûr que parfois le milieu associatif est malheureusement plus performant que l'État sur un certain nombre de choses, mais peu importe, ce n'est pas du contre-lobbying que je veux faire. Ce que je veux dire, c'est comment on définit ensemble aujourd'hui et démocratiquement la question des périmètres en ce qui relève de l'économie sociale et solidaire, et pour pas qu'il soit simplement un substitut au service public, et d'autre part, ce qui est réellement de l'ordre du service public. Qui décide ça ? Oui, bonsoir, merci beaucoup. Juste 3 points rapides. Le premier, c'est sur la question des enjeux, donc notamment celui de la transition écologique et de la transition démographique, qui impose de véritablement repenser la manière dont on se projette sur l'évolution des services publics. Et je pense que par rapport à la définition des besoins et la redéfinition des rôles des uns et des autres, ces 2 enjeux-là peuvent permettre aussi de clarifier le sujet. Et je pense que dans le prochain rapport, ce sera intéressant de regarder aussi comment on interroge ces questions-là par la suite, et très intéressé pour y contribuer par ailleurs. Le deuxième point, c'est sur les questions de gouvernance. On a beaucoup parlé de l'État, mais pas suffisamment, à mon sens, des collectivités, et du fait qu'on a besoin de mieux travailler aussi la manière dont ces services publics atterrissent dans la proximité, et donc dont on mobilise les collectivités, les acteurs locaux pour y arriver. Et du coup, j'ai une question aussi qui pourrait être creusée sur finalement, est-ce que le fait de donner un statut aux élus et de renforcer le rôle qu'ils ont en leur permettant d'être pleinement consacrés à leur mandat pourrait éventuellement avoir un impact sur la façon dont on conçoit et on déploie les services publics, et notamment au plan local. Et un troisième point, c'est sur la question de la jeunesse et finalement de comment on arrive à mobiliser les jeunes, à leur donner envie de s'engager dans les services publics, dans les collectivités, dans les services de l'État, parce qu'en définitive, ça fait aussi partie du besoin qui est exprimé par la jeunesse de pouvoir s'engager, et malheureusement on n'a pas suffisamment de valorisation des métiers publics, des carrières qui peuvent être développées, des missions qui peuvent être réalisées, qui sont extrêmement intéressantes et sur lesquelles, par rapport aux enjeux qu'on a, il y a quelque chose aussi à travailler sur ces questions. Merci. Alors après délibération, comme on ne veut pas être viré de la salle au moment où Anicet Le Pors parle, on va laisser vraiment 1 minute à chaque personne de la table, et sinon on va les agresser violemment pour l'autocritique ou autre chose, mais pas plus d'1 minute. On repart de...
critique est... Bon, on a vu que c'était sur du temps long. Moi, je représente une majorité qui est là depuis 6 ans, donc, mais je m'inscris dans le temps long. Voilà. Donc, et je prends sur moi le temps long. C'est l'école, où je pense qu'on en a oublié les fondamentaux, qui est les conditions matérielles de l'enseignant, 2, le retour des savoirs fondamentaux, et 3, la restauration de l'autorité de l'enseignant. Et je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles... j'entends un bruit, mais je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles on n'a pas été au rendez-vous. Moi, il y a des choses qui m'interpellent quand même, c'est-à-dire que la France continue à investir moins dans l'école primaire et plus dans le collège que, par exemple, la Finlande ou la Suède, excusez-moi d'avoir ce tropisme scandinave, qui investissent beaucoup plus, qui investissent à peu près 2 000 € de plus par élève dans le primaire et dès le début. Voilà. Et donc là, ça c'est la question des savoirs fondamentaux. Ce qui m'interpelle aussi, c'est que la France a plus d'heures de maths par semaine que les Nordiques, que les pays du Nord, et pourtant on est moins bon en PISA. Donc je pense qu'il y a vraiment 3 sujets sur l'école. Et alors, qui est un indicateur peut-être critiquable, mais qui en tout cas a le mérite de montrer le classement de la France par rapport à d'autres pays et surtout l'évolution, toutes choses égales par ailleurs, de la France sur un certain nombre d'années. Donc pour moi, 3 choses, les conditions matérielles de l'enseignant, la restauration de... C'est dur le 1 minute, mais c'est intéressant parce que je pense qu'on a bien compris l'argument et qu'il était utile. Merci. 1 minute, François Hecal. Je ne représente pas la Cour des comptes, donc je ne vais pas faire son autocritique à sa place, mais en tant qu'ancien, voilà, je peux avoir une critique personnelle. Et donc, je pense qu'un des reproches qu'on peut lui faire, c'est d'être souvent un peu lente, lourde, arriver un peu trop tard. Alors, c'est la contrepartie de certains des avantages de la Cour, qui est que ces rapports sont collégiaux, décidés collégialement, après avoir contredit, comme on dit, avec les personnes concernées, etc. Mais enfin, bon, tout ceci pourrait quand même aller plus vite. Alors, elle fait des efforts, quand même. Elle essaye de publier plus vite, un peu plus, etc. Voilà, mais c'est aussi quand même pour la raison pour laquelle j'ai quitté la Cour à un moment pour créer FIPECO, parce que je pense que je complète la Cour en étant plus réactif qu'elle. J'ai pas sa légitimité, mais vous pouvez m'inviter en m'appelant 3 jours avant. Je pense pas que vous auriez pu faire ça avec Moscovici. Ouais, déjà, chapeau pour la technique, je prends pour la prochaine fois que vous voulez renverser une tribune, c'est pas mal, la technique de l'autocritique. Premier point sur 2 points d'autocritique. Ouais, franchement, mais celle-là, je l'avais pas. D'abord, la question du statu quo, c'est-à-dire qu'on ne peut pas enfermer la fonction publique dans une vision binaire sur d'un côté, c'est Wall Street Management et de l'autre côté, c'est l'administration avec une forme de bureaucratie. Et donc, je pense que la CGT a insuffisamment fait de propositions pour avoir un management plus proche des agents, plus proche des usagers, qui permettent d'avoir plus de souplesse aussi dans le fonctionnement de la fonction publique. Mais aussi, on ne l'a pas fait parce qu'en face, on avait des coups de boutoir avec des attaques hyper violentes. Et forcément, quand on est attaqué, on résiste en mode défensif. Donc voilà. Et puis, deuxième point d'autocritique, c'est d'avoir insuffisamment travaillé l'organisation stratégique des hauts fonctionnaires. Parce que syndiquer des hauts fonctionnaires, c'est stratégique pour changer la donne dans la fonction publique. Et la bonne nouvelle, c'est que ça peut changer très rapidement grâce à vous toutes et tous ici ce soir. Peut-être en autocritique, le fait qu'on est à gauche globalement, d'ailleurs pas simplement dans ma gauche si j'ose dire, insuffisamment parlé des services publics. Il y a eu un recul de ce point de vue-là. Je pense que la gauche a longtemps été identifiée à la défense des services publics et qu'il y a eu une posture défensive qui était vraie côté syndical mais aussi côté politique, c'est-à-dire on défend l'existant, on ne veut pas qu'on nous enlève des choses. Et peut-être insuffisamment pris l'offensive, c'est-à-dire non seulement on veut que les hôpitaux, les écoles, etc., ça fonctionne bien, mais en fait on veut
plus. On veut créer un service public du 4e âge, un service public de la petite enfance, un service public du numérique, un service public de la réparation. Et donc d'être à l'offensive, et à l'offensive aussi sur la reconnaissance et la rémunération de tous ces agents du service public, et donc de la place du service public dans le discours global pour redonner du sens à un projet de progrès social. Je vous remercie beaucoup. Je vous propose de partir par ce bout-là pour laisser votre place à Anissa Lepors qui a le mot de conclusion. Rapidement, vu l'heure, je suis d'abord très honoré d'avoir été invité et puis surtout de parler en dernier. Je suis impressionné et heureux de cette rencontre. Impressionné en raison, comme vous le pensez pour la plupart d'entre vous, par le travail réalisé par les femmes et les hommes du collectif Nos Services Publics. Et puis heureux parce que j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose avec ce type de rencontre. Dans un contexte qui est assez démoralisant souvent, au moins il se passe quelque chose et qui nous invite à réfléchir. Les animateurs de ce collectif ont pris des idées simples qu'ils ont solidement étayées et organisées de telle façon que cet agencement finalement fait une action politique dense et forte. C'est une idée simple que de dire qu'il faut mettre le centre de gravité de la réflexion dans les besoins. De même, il est rationnel de suivre l'évolution des moyens budgétaires, mais on sait qu'il y en a d'autres quand même, pour voir de quelle façon on veut répondre aux besoins qui s'expriment. De même, il est tout à fait vital d'évaluer les besoins dont a besoin la population, en sachant bien que les besoins qui sont l'objet déjà d'une administration ne sont pas la totalité des besoins fondamentaux. Nous sommes dans le domaine de ce qu'on aurait appelé il y a quelque temps les valeurs d'usage, avec deux conséquences majeures qui ont été fortement soulignées dans toutes les interventions. D'une part, une précarité grandissante pour les plus pauvres et d'autre part, un élargissement du champ des activités lucratives pour le privé. Et tout cela, ça conduit à une masse de contradictions qui alimente une crise de services publics qui elle-même alimente la crise de l'ensemble de notre société. Disant tout cela, je pense avoir dit l'essentiel et je pourrais m'arrêter. Mais je pense que cette rencontre et tout le travail qui l'a précédé a une autre utilité, c'est de réveiller les consciences et les esprits. Beaucoup, y compris parmi les meilleurs défenseurs du service public, peuvent avoir eu tendance dans les dernières années de considérer qu'ils cassaient tout, que finalement toute action était vouée à l'échec. D'autres ont recherché dans des attitudes individuelles une tentative de réponse à leur mal-être. Et malgré tout, aujourd'hui, dans une réunion comme celle-là, et à la lecture des textes qui nous sont proposés, et de la qualité du débat que nous avons eu au cours de ces 3 heures, eh bien, je crois que nous nous posons davantage de questions. En tout cas, c'est mon cas, qui pourtant suis engagé depuis, je crois, 72 ans dans l'activité professionnelle et militante dans le service public. Sous forme d'interrogation, et non pas, il ne faut pas le prendre comme une critique de ce qui a été fait, pas du tout. Les auteurs ont parfaitement circonscrit leur analyse, il ne faut pas leur faire le reproche de ne pas avoir
parler de ceci ou de cela. Mais simplement, ça n'est pas non plus des conclusions, parce que c'est leur légitimité de les fabriquer. Mais je crois que simplement pour exprimer de quoi est fait le bonheur que pour ma part je ressens, en posant des questions avec plus de force que je l'aurais fait précédemment. La première, c'est que devient l'histoire dans ce débat ? Je pense que le service public, c'est une affaire d'histoire longue, portée par des tendances lourdes. L'élargissement du champ administratif, la socialisation des financements, la maturation de concepts et de principes. Quand j'interviens sur les sujets du service public, en général, je commence par Philippe le Bel. Alors, je ne ferai pas ça ce soir parce que ça nous mènerait beaucoup trop loin, mais ceci pour illustrer qu'il faut raisonner aussi de manière pluriséculaire. Et disant cela, j'ai surtout l'idée qu'il faut rappeler qu'à la fin du XIXe siècle, il y a eu une école française du service public, avec des noms réputés, largement oubliés dans le public, comme La Ferrière, Auriou, Romieux et bien d'autres encore. Et qu'on a pu parler à ce sujet d'un âge d'or du service public. Et nous qui réfléchissons aujourd'hui sur ce que pourrait être le service public, la question qui est posée et à laquelle je crois on peut donner un fondement rationnel, c'est est-ce que ce XXIe siècle connaîtra un nouvel âge d'or du service public ? C'est ma conviction, pas une croyance, mais je crois que l'on peut étayer cette hypothèse. Et donc, la première interrogation qui m'anime, c'est donc l'histoire. Je crois qu'il faut faire de l'histoire s'agissant du service public jusqu'à aujourd'hui. Parce que ces tendances lourdes sont de nature à infirmer la prétention des gestionnaires à court terme du service public, de la fonction publique. Aujourd'hui, nous avons tort de ne pas nous scandaliser par le fait que la fonction publique et le service public soient gérés par le principe d'annualité budgétaire. Si ces tendances lourdes sont vérifiées, et elles le sont, je crois, au niveau pluriséculaire. C'est ma première interrogation, mais je crois que les gens qui sont maîtres de l'opération Nos services publics trouveront le moyen, lorsque le temps sera venu, d'évoquer cette question historique. Ma deuxième interrogation, elle est peut-être plus sujette à controverse. Quelle est l'adéquation du secteur public au service public ? Je veux poser par là la question de la propriété publique. Si je le fais parce qu'elle a une histoire, 2 articles dans la Déclaration des droits de l'homme de 89 nous parlent d'utilité publique et de nécessité publique. Le point 9 du préambule de la Constitution de 1946 dit, tout le monde le sait ici, tout bien, toute entreprise qui a ou acquiert dans son exploitation le caractère d'un service public ou d'un monopole de fait doit être propriété de la collectivité. Donc la question de la propriété se pose. Et elle se pose pour des gens qui ont vécu, comme moi, les années 70, où la question numéro 1 du débat politique, c'était le contexte de l'élaboration du programme commun, c'était quel est le seuil minimum de nationalisation qui, par sa réalisation, nous permettra, selon les uns, de changer de cap, selon d'autres, de changer la vie. Et donc, on voit la distance qui a été prise par rapport à ce type de discussion que je crois pourtant fondamentale, car je crois que la question de la propriété publique, depuis Rousseau, qui a écrit aussi sur cette question, eh bien, elle est incontournable. Et je dirais simplement, pour résumer et terminer sur ce point, qu'à l'époque, les militants qui défendaient la thèse que je viens d'évoquer brièvement avaient un slogan qui dominait tous les autres: là où est la propriété, là est le pouvoir. Point de suspension.
Dernière interrogation que je crois utile, c'est la dialectique qui existe, selon moi, entre service public et citoyenneté. Cette dialectique incluant la question institutionnelle. Évidemment, vaste programme, comme on aurait pu dire. Donc je n'y insiste pas, mais je ne crois pas qu'on puisse avoir des citoyens complets s'il y a des services publics insuffisants et réciproquement. J'en ai terminé. Il me reste à remercier les femmes et les hommes qui nous ont permis cette rencontre et qui nous laissent en partant le résumé de leurs réflexions. Je crois, et ce n'est pas par emphase, je crois à l'avenir de cette initiative et je crois que dès aujourd'hui, ils sont l'honneur du service public et de la fonction publique et que nous devons les remercier chaleureusement. Merci.